Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le samedi 6 juillet et voici les titres. Réunis jusqu'à aujourd'hui sur la piste du Port Hercule, les meilleurs cavaliers du monde s'affrontent au Jumping International de Monte-Carlo. Un grand moment de sport, de spectacle et d'émotions équestres à découvrir. Et nous aurons le plaisir de recevoir à cette occasion le champion olympique et entraîneur de l'équipe monégasque Philippe Rosier. Le carnaval ou Tcharatou sur le Rocher, le spectacle en cas de péril imminent au Fort Antoine et le Festival Off d'Avignon seront aussi au programme de ce journal. Antea Sogno, la directrice du Théâtre des Muses, se trouve en effet sur les terres du Palais des Papes à la recherche de futures pépites, mais aussi pour présenter son spectacle Sacha Guitry Intime. Elle sera notre invitée. Et pour finir cette édition, nous prendrons la direction des États-Unis pour retrouver notre correspondante permanente Alexandra Pani. Ce soir, nous vous proposons une immersion au cœur de l'Independence Day célébrée à New York. Aujourd'hui se clôture la 18e édition du Jumping International de Monte-Carlo, un événement qui se tient chaque année sur le Port Hercule et qui attire cavaliers et spectateurs du monde entier. 3 jours dédiés à l'équitation pour le plus grand plaisir des passionnés. Un reportage d'Annelle Marquez et Alexandra Marangoni. 241 chevaux et 28 nations prennent part cette année au Jumping International de Monte-Carlo. Des chiffres records de participation pour la manifestation équestre qui chaque été attire en principauté des cavaliers professionnels et amateurs venus du monde entier. Mais cette année, le jumping bat aussi des records de visiteurs avec la totalité des entrées vendues bien avant la fin des différentes épreuves. Nous sommes absolument sold out, c'est-à-dire qu'on n'a plus une seule place à vendre. C'est la première fois que ça nous arrive. Sitôt en tout cas. Nous avons une liste de cavaliers qui est impressionnante, de bons cavaliers. Et nous avons aussi énormément de nationaux qui font le concours à leur niveau évidemment. Je pense qu'il y a un grand engouement et ça se voit de plus en plus aussi bien sur le concours, sur les participations, sur les demandes de participation même des étrangers, etc. Je pense qu'aussi c'est dû au fait que la fédération a fait un énorme travail pour promouvoir la jeunesse et avoir des équipes. Je crois que c'est un tout et qu'on bénéficie aujourd'hui des fruits de notre travail. Bombe sur la tête et cravache à la main, petits et grands cavaliers accompagnés de leur monture foulent les terrains ensablés et sautent les obstacles. L'objectif, se faire plaisir, profiter mais surtout remporter des prix. Et quand le but est atteint par les cavaliers et cavalières de la principauté, la victoire a une saveur particulière. Concourir à la maison sur le port, devant l'école où j'allais, devant les restaurants où on a l'habitude d'aller. C'est quand même une émotion qui est vraiment spéciale. C'est un grand honneur, on est très content d'être à la maison ici et surtout d'avoir ma première victoire internationale à la maison, c'est une grande chance. Et c'est aussi la première victoire de mon cheval. On a appris à se connaître avec les années et je suis très contente de ça. Pour d'autres athlètes, le jumping constitue la dernière étape avant les épreuves d'équitation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Celles-ci se tiendront du 27 juillet au 6 août dans le parc du Château de Versailles. Le champion olympique français Philippe Rosier et entraîneur de l'équipe nationale monégasque participe lui aussi à ce jumping et il est présent à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. On vous prend un petit peu à la sortie de votre passage en saut d'obstacle au jumping. Racontez-nous comment cela s'est passé pour vous. Écoutez, ça se passe bien. Ici, c'est un endroit qui est exceptionnel, qui est unique au monde. Sauter en plein centre-ville ici, à Monaco, voilà. C'est toujours très impressionnant en tant que cavalier. Ça fait plusieurs fois que je viens, mais c'est toujours la même chose. On est très très proche du public. Et puis il y a une ambiance de fou ici, voilà. Le Jumping International de Monte-Carlo est la 10e des 15 étapes du circuit Longines Global Champions Tour. Cette année encore, le plateau des cavaliers est à la hauteur de l'événement. Ah, toujours. Et puis c'est très prisé par les grands cavaliers. Vous avez pratiquement les meilleurs du monde qui sont là. Pour se battre avec un Grand Prix qui est exceptionnel. L'année dernière, c'était déjà très gros, très très difficile et on a eu un spectacle exceptionnel. Parlez-nous en tant que cavalier des grands enjeux autour de ce 18e Grand Prix. Il n'y en a qu'un, c'est surtout de gagner le Grand Prix de Monaco. Je pense que tout le monde veut l'accrocher dans son salon. Voilà, ça fait partie des 10 plus gros Grands Prix au monde où on veut vraiment mettre son nom. Voilà.
Et quels sont selon vous les cavaliers qui ont le plus de chances de se distinguer cette année ? Il y a Julien Epaillard qui remet son titre en jeu de l'année dernière, qui est revenu avec le même cheval, qui est en pleine forme. Je pense qu'il va être vraiment dans les favoris, parce que de toute façon, on sait que s'il est sans faute au premier tour, au barrage, il est très très vite. Donc évidemment, il fait partie des 2-3 favoris de ce Grand Prix, ça c'est sûr. Et chaque année aussi, et c'est forcément le cas dans toutes les compétitions, il y a aussi des outsiders qui viennent un petit peu surprendre le public. Oui, toujours. C'est tout la chimie de notre sport, c'est qu'on est deux, et il faut le cheval aussi. Vous savez, moi je compare toujours avec la Formule 1. Vous savez, si vous avez la voiture qui n'est pas en ordre, vous ne doublez pas, même si vous appelez Hamilton ou n'importe qui. Et nous, c'est la même chose. Si le cheval n'est pas au top du top, des parcours aussi gros et aussi difficiles qu'ici, il faut vraiment être deux. Et le cheval a une grande part dans notre résultat, évidemment. Alors, je fais une petite parenthèse dans ce jumping, mais j'aimerais que l'on parle également des forces en présence monégasque que vous entraînez, car la principauté prend du galon et se distingue de plus en plus sur la scène internationale. Je pense notamment à la jeunesse, puisque vos cavaliers ont accompli l'année dernière des prestations époustouflantes en championnat d'Europe jeune. C'est vrai que l'on a une très belle nouvelle génération face à nous, Philippe. Ah oui, moi je suis très content et très fier d'avoir pris en main les monégasques depuis 4 ans. C'est ma 4e année. On est parti, je dirais, entre guillemets, d'une feuille blanche. Et puis des jeunes sont arrivés un petit peu de partout et on a réussi à monter des belles équipes et c'est monté en puissance chaque année. Et l'année dernière, là, quand vous parlez d'outsiders, on est arrivé en outsider, mais maintenant on n'est plus des outsiders parce qu'on a un titre de champion d'Europe individuel en junior qui était magnifique. Et une 4e place en équipe, en junior aussi. On est à 1 point des Anglais. L'année dernière, c'était exceptionnel. Franchement, moi j'étais très fier de porter les couleurs monégasques au championnat d'Europe l'année dernière. Et puis on a des très très bons children aussi, des petits qu'on a vu sauter hier, qui étaient formidables aussi. Pour finir, et parce que c'est aussi l'actualité, j'aimerais que l'on parle des Jeux Olympiques qui vont bientôt débuter à Paris. Vous êtes vous-même champion olympique. Que pensez-vous de la représentation de l'équitation dans les différentes épreuves des JO ? Moi je suis un grand fan des Jeux Olympiques. J'ai fait 5 Jeux Olympiques dans ma carrière, ce qui est beaucoup. Et les derniers, c'était Rio où je suis médaille d'or par équipe. Pour moi, ça n'a pas de... C'est l'apothéose de tous les sports, c'est le rêve de tout sportif dans toute discipline. Et l'équitation a une grande place dans le sport. Nous, en plus, je crois que ça va être dans un écrin exceptionnel parce que je n'ai pas été voir, mais j'ai vu que des images au château de Versailles. Faire les Jeux Olympiques devant le château de Versailles, je crois qu'on s'en souviendra longtemps et les étrangers aussi. Je crois que ça va être exceptionnel. Merci beaucoup à vous, Philippe Rosier, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Merci. C'était le dernier jour pour admirer les innovations de la 11e édition du Monaco Energy Bot Challenge dans le port Hercule. Sous l'impulsion du prince Albert II en 2014, ce défi international ouvert au public accueille des étudiants et des professionnels du monde entier. Tous ont le même objectif, un avenir durable grâce aux énergies alternatives. Le souverain était d'ailleurs présent ce matin pour soutenir la créativité des participants et rappeler tout son engagement envers les systèmes éco-responsables. Hier soir, le carnaval estival Ucharatu a signé le début de l'été sur le Rocher. Plusieurs centaines d'enfants s'y sont réunis autour de nombreuses animations. Théo Schumer et Jean-Alexandre Dordet se sont mêlés à la foule pour vous faire revivre l'événement. Reportage. Les pirates se sont échoués sur le rocher et pour l'occasion, ils ont organisé une petite fête Ucharatu, du tapage en monégasque qui s'est répandu un peu partout, à commencer par la place du Palais. Certains pirates sont tellement contents d'être là qu'ils n'ont même plus les mots. Plaît-il ? Je crois que je parle qu'on passe sur la côte, parle pas de langue ici. Il parle bizarrement ici. Comment je dis toi ? Non. Juste à côté, d'autres ont décidé d'en faire toute une scène. Oh non, j'ai dit oui. Yes. Et maintenant, il faut que je trouve des jongleurs. Pour ceux qui préfèrent, il y a aussi des combats d'organiser, de quoi s'essayer à l'épée, pas si facile à manier. Tout l'équipement du pirate est entreposé ici, on y retrouve toutes sortes d'objets originaux que tiennent ces marins. Alors ici, on a ce qu'on appelle la table du capitaine, la table de commandement en fait.
qui est l'endroit... alors on a échoué, donc il n'y a plus de bateau. Hein. C'était compliqué de faire monter le bateau jusqu'au palais. On imagine. Voilà. Donc pour le coup, c'est un peu un campement de pirates échoués qui récupèrent un peu tout pour pouvoir faire leur campement. Et donc là, vous avez tout ce qui est instruments de navigation, tout ce qui est de l'ordre du nécessaire aux capitaines, aux pilotes, aux différents navigateurs pour pouvoir avancer, ainsi que les armes, parce que souvent les armes sont mises sous clé pour éviter que les gens se battent et on les sort au moment de la bataille, on va dire. Plus loin dans les ruelles, il y a une toute autre ambiance. On retrouve des allures de carnaval brésilien, même si les pirates ne sont jamais bien loin. Les enfants, eux aussi, ont pris part à la fête avec des déguisements très originaux. Salut les filles, en quoi vous êtes déguisées? En fille des années 20. Pirate des abysses. Et toi? La Belle et la Bête. En Vaiana. Et alors, il vous plaît ce carnaval? Ouais. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce qui vous plaît ici? Tout. C'est-à-dire? C'est un peu aléatoire, mais c'est sympa. Tout le monde est déguisé de différents personnages et c'est rigolo parce que par exemple il va avoir des clowns, il va avoir des monstres, il va avoir des princesses, plein de différentes choses, donc c'est rigolo. Il y a des stands, voilà. Tu aimes le carnaval? Non. Ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, c'est spontané. Hein. En tout cas, les activités semblent avoir beaucoup de succès. Quand ce ne sont pas des batailles de pirates, c'est du cirque avec des professionnels. On a une école de cirque à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Tourette-Levens et Roquefort-les-Pins. Et l'été, on propose des stages justement sous le chapiteau du festival de Monte-Carlo. On est venu proposer des petits ateliers. On va proposer de l'aérien avec le trapèze, de l'équilibre avec le fil, la boule à marcher, les petits bilibots, de la jonglerie avec les assiettes chinoises et un petit peu d'acrobatie. Une édition 2024 réussie pour le carnaval Uchara-tout qui donne déjà envie d'être à l'année prochaine. La saison du Fort Antoine se poursuit en principauté. Après le concert corse, c'était hier une pièce de théâtre qui était proposée par Jérôme Rougier de la compagnie La Martingale. Elle s'intitule En cas de péril imminent, un thème, vous allez le voir, assez original, comme nous l'expliquent Théo Schumer, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Ceux qui pensent que l'Homo sapiens trouvera toujours des solutions pour s'en sortir, on pourrait les laisser faire s'ils ont raison. C'est d'ailleurs finalement un peu ce que l'on fait. Mais supposons qu'ils aient tort. Quand on sera vraiment dans le caca, ils pourront juste dire « Ah ben désolé, on s'est gouré ». Il s'appelle Jérôme Rougier. Seul en scène, il tente de répondre à une question existentielle. Peut-on continuer de rire, même en cas de péril imminent? Un humour espiègle qui interroge la place du rire dans une actualité inquiétante. En cas de péril imminent, en fait, le début de cette pièce qui m'a inspiré, c'est le fait que j'ai fait quand même pas mal de spectacles maintenant et que quelquefois on se questionne un peu sur le sens de ce qu'on fait, à quoi ça sert, surtout avec la période là qu'on traverse. On se pose la question un peu de son utilité. Et donc la question de base de ce spectacle, c'est faut-il continuer à faire des spectacles en cas de péril imminent? Moi, c'est un comédien qui se pose cette question. Et s'interroge aussi sur la place du rire aujourd'hui, et un peu comme une sorte de rôle du rire, comment dans des situations un peu extrêmes, le rire peut être salvateur. Un peu comme en France, le président de la République, quand, le soir de son élection, dans son discours de remerciement, il explique qu'il sera le président de toutes et tous. Pas seulement de celles et ceux qui ont voté pour lui. Si le thème se veut par lui-même décalé, le jeu l'est encore plus. Jérôme a choisi d'articuler sa pièce de manière un peu saugrenue, comme pour coller à cet humour qu'il est tout autant. C'est une pièce en 3 actes, mais qui comporte 7 introductions. Voilà, et en plus, il se trouve que la fin est à la fin de l'acte 2 au lieu d'être à la fin de l'acte 3, donc je joue l'acte 2 après l'acte 3. Voilà, donc c'est une façon de faire comprendre aux spectateurs que le cheminement est tortueux, fait de plein de digressions, etc. Et que non seulement il faut s'accrocher pour suivre, mais aussi il faut quelquefois se faire confiance et se dire que si on n'arrive pas tout à fait à relier les choses entre elles, c'est pas très très grave. Ce qui est important, c'est le cheminement. C'est le paradoxe de Gibbons. Ces nouvelles technologies créent de nouveaux usages et au lieu de simplifier les choses, les complexifient. Ainsi donc, cette simplicité, d'un point de vue technologique que je m'imposais dans ce spectacle, n'était-elle pas en creux? Avec un ton mordant et intrigant, la pièce aura attiré 300 personnes pour ce 2e rendez-vous du Fort Antoine. À une certaine forme de simplicité, de simplicité, de simplicité.
Le prochain spectacle du Fort Antoine aura lieu le 16 juillet avec un clin d'œil à l'actualité des Jeux Olympiques. Il s'agit de la représentation théâtrale et dansée Le Tir sacré de Marine Collard. La nouvelle édition du Festival Off d'Avignon se tient en ce moment même dans le Vaucluse et se terminera le 21 juillet prochain. C'est évidemment the place to be pour les artistes qui viennent présenter leur spectacle au public, mais aussi pour les producteurs et directeurs artistiques qui veulent dénicher les perles rares au milieu de la foule. C'est le cas d'Antea Sogno, figure bien connue à Monaco. Bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve dans un décor, c'est vrai, un peu particulier et en dehors de la principauté puisque vous êtes en ce moment même au Festival d'Avignon. Il faut le dire, c'est l'endroit idéal pour dénicher les futures pépites peut-être de la programmation du Théâtre des Muses. Certainement même, puisque en fait, le grand secret du Théâtre des Muses, c'est celui-là. C'est d'arriver à attraper les spectacles avant qu'ils ne soient connus des grands producteurs qui vont justement faire fructifier ces talents. Mais bien évidemment, le fait de faire fructifier ces talents fait que les spectacles coûtent beaucoup plus cher après et qu'on ne peut plus les avoir dans un si petit théâtre avec une si petite jauge, alors que justement, c'est ça qui est magique dans un théâtre quand on a cette proximité avec les artistes. Et comme on le sait, le théâtre étant une chose tellement, tellement importante pour moi, j'aime offrir aux spectateurs du Théâtre des Muses le nec plus ultra. Alors Antea, je suis un petit peu curieuse, ça fait seulement quelques jours que vous êtes au Festival d'Avignon, mais est-ce que vous avez déjà eu quelques coups de cœur ? Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas encore eu la possibilité d'aller voir suffisamment de spectacles pour me prononcer, parce que c'est aussi les premières nouvelles représentations de mon spectacle Sacha Guitry Intime, puisque parmi 1600 spectacles qui se donnent par jour, vous voyez, c'est un grand catalogue comme ça. Monaco est présent. Voilà, tous les spectacles qu'on peut voir tous les jours, 1600 par jour sont là. Et ma grande fierté, c'est qu'il y en a un qui vient de Monaco et c'est le mien, Sacha Guitry Intime, voilà, qui est là. En plus, je crois que vous avez d'ores et déjà reçu des marques d'affection de la part de spectateurs qui pensent un petit peu à vous tout au long de l'année et qui vous retrouvent au Festival d'Avignon. Alors, c'est ça qui est très, très rare en fait au Festival d'Avignon, que je retrouve un peu en fait avec la complicité d'année en année avec les spectateurs du Théâtre des Muses, mais on va dire que pour moi c'est ou à Monaco ou à Avignon principalement, parce qu'il y a des gens en fait qui suivent ma carrière depuis maintenant 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis là, que je suis présente, et hier il y a une spectatrice qui m'a fait un cadeau qui m'a bouleversée. Elle était venue voir mon spectacle l'année dernière, puisque c'est déjà mon 3e festival, et elle m'a dit: Antea, comme si elle me connaissait, Antea, cette année j'ai trouvé sur une brocante le Paris Match de la date du jour où Sacha Guitry est mort. Et effectivement, cet ouvrage, cette revue manquait à ma collection. Et donc, je l'ai compulsé avec une émotion immense. Et en fait, c'est aussi de tout ça que l'interprétation quotidienne se fait. C'est-à-dire que inévitablement, aujourd'hui, je vais jouer différemment encore qu'hier, parce que entre hier et aujourd'hui, il y aura eu ce cadeau. Justement, parlez-nous de cette pièce, Sacha Guitry. Qu'est-ce que vous proposez au public finalement ? Eh bien, en fait, donc Sacha Guitry Intime, c'est l'histoire de Fernande Choisel que j'interprète, là, la secrétaire de Sacha Guitry qui est restée 32 ans à son service. Et cette femme a tout vu, tout entendu, tout encouragé, tout supporté, parce que ça ne devait pas être facile non plus tous les jours, mais tout ça dans une amitié, un respect extraordinaire. Et quand j'ai découvert son livre chez les bouquinistes de Quai de Seine, comme quoi on a bien fait de ne pas les fermer pendant les Jeux Olympiques, j'ai découvert ce livre et je me suis dit, mais mon Dieu, je veux absolument donner la parole à cette femme, d'autant plus qu'elle a écrit ses mémoires, je pense beaucoup dans l'espoir que Sacha Guitry les lise, parce que c'était une femme extrêmement discrète, la femme de l'ombre,
On dit que dans l'ombre d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bah, une fois de plus, ça se vérifie. Et donc, elle était très discrète, cette femme. Et puis, un jour, elle est partie. Elle a écrit. Et malheureusement, je me suis aperçue que le livre a été publié quelques semaines après le décès de Sacha Guitry. Et donc, j'ai pensé que malheureusement, il ne l'aurait pas lu. Et comme je le connais, ça n'est pas au cimetière Montmartre qu'on peut lui faire passer des messages. Non, les églises, ça marche pas non plus. Il faut monter un spectacle et s'adresser au public en espérant que ce qui a été pour lui, en fait, son seul maître, le public, puisse devenir certains soirs de grâce une sorte de boîte aux lettres extraordinaire qui puisse lui amener les messages jusque là-haut dans le ciel, où j'ai l'intime conviction qu'il est près de Molière, puisqu'il est lui-même le Molière du XXe siècle. Antea Sogno, c'est vrai que le Festival d'Avignon, c'est le rendez-vous incontournable de l'été pour les amoureux de culture. Est-ce qu'on peut dire, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais que c'est un peu l'irréductible gaulois des événements, 78 ans qu'il est là? Ah oui, tout à fait. Et puis, il y a une chose qui est formidable maintenant, c'est que le Festival Off est vraiment en train de prendre une place, même de la part des médias. Le Festival Off, maintenant, est tout aussi important, si ce n'est, pour moi, plus important que le Festival In, et c'est enfin reconnu. Merci à vous, Antea Sogno, d'avoir été présente à nos côtés pour nous parler du Festival d'Avignon auquel vous participez. Voilà, comme Joséphine Baker, maintenant je pourrais dire j'ai deux amours, mon pays et Avignon. Merci infiniment. Ces pièces qui ont composé pendant 30 ans le décor du restaurant seront vendues aux enchères ce lundi 8 juillet par la maison Art Curial Motocars à l'hôtel Hermitage. Et si vous êtes nostalgique, il vous est possible d'admirer ces pièces une dernière fois avant leur dispersion. Elles sont au Stars & Bar, devenu maintenant le Marius Restaurant & Bar, et seront visibles jusqu'à demain, dimanche. Cette semaine, la principauté a fait honneur aux États-Unis au marché de la Condamine à l'occasion de l'Independence Day. Et le 4 juillet était aussi forcément un grand moment dans le pays pour tous les Américains. Alexandra Pani, vous avez assisté aux célébrations à New York. Alors, que représente cette fête et comment est-elle célébrée? Bonsoir. Bonsoir à vous. Effectivement, le 4 juillet est un jour spécial pour les Américains. L'on célèbre ce jour-là l'anniversaire de la déclaration d'indépendance de 1776, avec laquelle les 13 colonies britanniques ont fait sécession, donnant naissance aux États-Unis. Plongeons dans un peu d'histoire. En juin 1776, la Virginie se déclare premier État libre des États-Unis. Les 12 autres ne tardent pas à suivre. Le 2 juillet, la déclaration est écrite à Philadelphie de la main de Thomas Jefferson. Les représentants des 13 colonies la ratifient et est approuvé par le Congrès. Un texte qui prône l'égalité avec notamment cette phrase bien connue: All men are created equal. Tous les hommes ont été créés égaux. Principe encore relatif à l'époque car l'esclavage n'était pas aboli. La date du 4 juillet est retenue comme jour férié de commémoration. C'est aujourd'hui encore le jour férié le plus important aux États-Unis. Tout est prétexte à utiliser les couleurs du drapeau américain. Gâteaux, tenues et décorations dans les rues. Traditionnellement, les Américains profitent de se retrouver en famille ou entre amis. Pourquoi pas autour d'un barbecue, des parades géantes et des concours insolites sont également organisés, comme les fameux plus gros mangeurs de hot dog à Coney Island. À la nuit tombée, les New-Yorkais ont la chance d'assister au plus spectaculaire feu d'artifice du pays, organisé chaque année par Macy's, une tradition qui perdure depuis 1976, retransmis en direct sur des chaînes nationales. Plus de 60 000 fusées sont tirées et nouveauté cette année, les barges ont changé de rive et étaient pour la première fois installées sur l'Hudson River, un spectacle impressionnant au-dessus des gratte-ciel de Manhattan. Merci à vous Alexandra de nous avoir fait vivre à vos côtés les festivités en Amérique à l'occasion de l'Independence Day. Les fans de Formule 1 sont aux anges avec une saison 2024 qui continue de plus belle avec le Grand Prix de Grande-Bretagne. Cet après-midi se sont tenues les qualifications pour la grille de départ de la course prévue ce dimanche à 16h. Et c'est finalement George Russell qui a décroché la pole position, suivi de Lewis Hamilton et de Lando Norris. Charles Leclerc a lui été éliminé en Q2 et se place à la 11e position de ses qualifs. La semaine dernière, le Monégasque avait aussi connu des difficultés à l'occasion du Grand Prix d'Autriche en terminant également 11e de la course finale.
À l'occasion des 20 ans de Fighteds Monaco, la princesse Stéphanie, présidente de l'association, est l'invitée du podcast de Monaco Info. Elle aborde aux côtés de Geneviève Berthy de nombreux sujets et notamment son implication sans faille au sein de l'association. Un entretien exclusif à ne pas louper et à retrouver donc sur toutes les plateformes de podcast. Votre émission Le Débat ne prend pas de vacances. Ce dimanche 7 juillet à 21h, il sera question du miracle de la musique. Après la diffusion du film J'y crois encore, Hervé Zorgnotti et l'abbé Christian Venard échangeront sur ce thème en compagnie de deux immenses talents, les chanteurs Julie Zenati et Jacob. La première révélée par la comédie musicale Notre-Dame de Paris, le second par les concours de chant Prodige et The Voice. Comme le veut la tradition, je vous propose un point complet sur vos prévisions météo. Bonsoir Théo Schumer, je crois que le temps de ce dimanche sera bien plus agréable. Bonsoir Julia, bonsoir à tous. Et oui, parce que le ciel était un peu tristouné aujourd'hui, mais vous l'avez dit, bonne nouvelle, ça va s'améliorer demain. Alors bien sûr, le temps il va à son rythme, Le matin vous aurez des éclaircies avec seulement quelques passages nuageux, mais le ciel devrait bien se dégager pour votre après-midi et je peux déjà vous dire que ça augure une bonne semaine bien ensoleillée. Pour ce qui est des températures, comme on aura plus de soleil, elles seront un poil plus élevées, donc vous aurez 23 degrés en matinée et jusqu'à 27 degrés pour votre après-midi. Allez, en ce beau dimanche, je vous souhaiterai une excellente fête à nos amis les Rogers. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi sur Monaco Info. Je vous quitte avec des clichés signés Manuel Vitali. Il a lui aussi suivi la visite du prince Albert II lors de la dernière journée du Monaco Energy Bot Challenge. À demain.